Aujourd'hui, dans cette série de webinaires sur l'exploration des modalités d'enseignement hybride ou à distance, nous faisons un focus sur l'encadrement et l'accompagnement des étudiants, qui est une fonction importante et essentielle dans un cours à distance pour favoriser l'engagement et la motivation des étudiants, ainsi que le bon déroulement des activités et d'apprentissage et l'évaluation. Donc, on avance. L'objectif de ce webinaire est de clarifier ensemble le vocabulaire utilisé pour encadrer et accompagner les étudiants à distance, analyser les opportunités et les risques liés à ces modalités et identifier les questions à vous poser pour mettre en œuvre des modalités d'encadrement et d'accompagnement. Pour atteindre ces objectifs et nous éclairer sur ces différents points, donc notre invité aujourd'hui, et que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation, et Françoise Doc, qui est conseillère technopédagogique en pédagogie universitaire et e-learning au sein du Louvain Learning Lab. Elle est également coordinatrice du projet Louvain MOOC Experience, développement de cours en ligne ouvert à tous, et passionnée par les transformations de l'enseignement supérieur liées à l'apprentissage en ligne. Donc, Françoise ne sera pas seule aujourd'hui. Elle sera accompagnée par une petite équipe d'ingénieurs et conseillers pédagogiques du réseau Pensera, qui est réseau de conseillers pédagogiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on sera avec Franck Bertuca. Je te laisse te présenter. Franck Bertuca, je travaille à l'Université catholique de Lyon et je partage mon temps entre un service auprès des enseignants sur les pratiques pédagogiques au sein de KPA, qui est le Centre d'appui à la pédagogie, enseigner et apprendre, et puis le reste du temps sur les questions de qualité de la pédagogie au sein d'une des composantes de l'ACATO, l'école de management, SDS. Et Christelle? Bonjour, donc je suis Christelle Rimbaud, je suis responsable de la mission d'appui pédagogique à l'ONTPE, donc j'ai des fonctions de conseillère pédagogique et aujourd'hui, je participerai avec mes collègues à l'animation du chat. Et moi, Fatma Saïd Touami, donc conseillère pédagogique à l'équipe Athéna à l'INSA Lyon, et je participe également à l'animation du webinaire par rapport au chat également. Et Lauriane? Bonjour tout le monde, Lauriane Suredon, je travaille avec Franck, du coup, à KPA, à l'Université catholique de Lyon. Je suis ingénieure pédagogique et j'accompagne l'équipe sur la mise en œuvre technique des webinaires et sur l'animation notamment des outils interactifs dont on va avoir le plaisir de tester tout à l'heure. Voilà. Et je coupe mon micro, je crois qu'il y a un bruit parasite qui a été détecté, je me demande si ce n'est pas le mien. Donc n'hésitez pas si jamais il y a besoin, je réactiverai à ce moment. Merci Lauriane. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. L'idée, c'est de travailler vraiment sur les questions d'interaction, sur la question de la distance. Et donc, comme d'habitude, le plan en 3 parties. D'abord, parler de quoi va-t-on, enfin, serrer un peu le sujet, de quoi parle-t-on. Ensuite, on va parler de modalités, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette question de l'interactivité, des interactions et de la distance. Et finalement, l'idée, c'est que vous partiez avec que le plus grand nombre d'entre vous puisse trouver ici des moyens à mettre en œuvre de façon concrète dans leurs enseignements, dans leur vie de travail avec les étudiants. Comment faire, voilà. Et donc, vraiment, je redis le plaisir qu'on a de travailler avec Françoise, qui a été très généreuse de son temps avec nous. Et donc, on va pouvoir avancer maintenant avec elle. Alors, pour rentrer dans ce sujet, on vous avait demandé de répondre à un certain nombre de questions au moment de vous inscrire. Et donc, on va voir ce que ça donne. Il y avait 2 questions. La première, c'est votre définition rapide d'un encadrement ou de l'accompagnement à distance des étudiants. Et puis, la deuxième, c'est l'importance que vous accordez à l'accompagnement des étudiants sur différentes dimensions que nous vous avons proposées. Alors, qu'est-ce que ça donne? On pourra, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la discussion. Premier point, votre définition brève de l'encadrement et de l'accompagnement.
Et vous voyez qu'ici, il y a 4, 5 mots qui sortent dans le nuage. Il faudrait qu'on soit efficace. Il faut que ça serve l'apprentissage. C'est comme ça que je traduis, hein. Ça n'est pas facile, et je pense que j'aurais peut-être pu commencer par là. Ça n'est pas facile d'accompagner et d'encadrer les étudiants à distance. Et puis, évidemment, ça doit être tourné sur les étudiants avec l'idée d'un suivi. Donc, moi ce qui me frappe ici, c'est la volonté de centrer ça sur l'apprentissage et évidemment de garder en tête les étudiants. Françoise, si tu veux ajouter, bien sûr, voilà, je te laisse la main, si tu veux, pour ce commentaire. Peut-être juste épingler un mot parmi tous ceux qui sont là et qui certainement aident à cerner, hein, comme dans un kaléidoscope, la notion, le concept d'accompagnement. Il y en a un que je voudrais souligner parce que je pense qu'il est très, très important. C'est celui de contextualisation qu'on voit là en haut à gauche en bleu. Hein. Oui. Parce que je pense que c'est... bon, tout dispositif pédagogique est une question de choix pédagogique de l'enseignant, bien sûr, hein, et ces choix se posent dans un contexte donné. Et je pense que pour l'accompagnement, c'est encore plus vrai et plus important. On aura l'occasion d'en discuter. Hein. Il est nécessaire de poser des choix sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est prêt à faire, jusqu'où on est prêt à aller en fonction du contexte. Et de nombreux éléments de ce contexte. Donc voilà, peut-être que c'est à mettre avec difficulté aussi, hein, d'ailleurs, mais on aura certainement l'occasion de discuter de tout ça. Et merci François, je voudrais pointer à droite la citation, quelqu'un d'entre vous a écrit ce qui est écrit là. Un accompagnement à distance des étudiants implique une séquence pédagogique claire. Je pense que c'est un point fondamental, la clarté de nos intentions vis-à-vis des étudiants et un engagement dans l'accompagnement méthodologique au-delà des contenus. Et je pense que cette idée de s'engager non seulement sur le fond de nos disciplines, mais aussi sur l'accompagnement de comment on fait, comment on entre dans la discipline, comment on travaille dans la discipline, l'accompagnement de la méthodologie d'apprentissage est aussi un point qui me semble important à retenir. Allez, on continue. Et donc, voilà, la deuxième question, c'était, on vous demandait de classer les différentes dimensions qui sont écrites donc, sur la gauche de ce schéma, entre le contenu, le climat, l'organisation des activités, la dimension technique, les interactions sociales et l'accompagnement méthodologique. Voilà. Et en fait, les résultats montrent, mais c'est une évidence et c'est important, l'importance que nous donnons aux interactions sociales. Et c'est vrai que c'est le matériau fondamental sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être en relation avec les étudiants. En dernier lieu se trouve l'accompagnement méthodologique et le climat d'apprentissage, alors que personnellement, il me semble que ce sont des éléments qui sont porteurs, qu'on ne peut plus laisser de côté. Et je crois que c'est une des mutations de nos métiers, c'est d'apprendre à aller vers un peu plus d'accompagnement méthodo sur l'apprentissage et un petit peu plus sur la qualité du climat que nous offrons. Même chose, Françoise, hein, je te laisse une réaction si tu veux maintenant. Mais moi, j'ai été vraiment étonnée de voir ces résultats parce que je m'attendais à ce que l'élément contenu vienne en premier lieu et se distingue fortement des autres dimensions, ce qu'on ne voit pas du tout, hein, dans le graphique qui est ici. Donc, je trouve ça très optimiste pour la richesse des discussions de notre séminaire maintenant, mais aussi très, très positif certainement pour vos étudiants, pour les étudiants que j'imagine alors vous accompagnez déjà sur, en tout cas, les dimensions qui ont été estimées les plus importantes, par exemple les interactions sociales. Mais encore une fois, on va y revenir dans la suite du séminaire. Donc, on a des remarques par chat. Alors, il y a Marie qui nous dit, dans une durée limitée, cet engagement est un peu au détriment du fond. Est-ce irrémédiable? Ça rejoint un peu la question du contenu que vient d'évoquer Françoise.
Et l'autre question, c'est de Tatiana. C'est l'accompagnement dans la méthodologie d'apprentissage, mais comment faire? Cette méthodologie est commune à toutes les disciplines, point d'interrogation. Alors, oui. Je proposerais peut-être de revenir à ces deux questions dans la partie où on va discuter des obstacles et des gains espérés, parce que ce sont des vraies questions, évidemment, mais on a prévu d'en discuter un petit peu. Hein. On a noté alors les questions. Parfait. Donc, il ne faudra pas hésiter, si vous voyez qu'on ne répond pas à votre questionnement, à interrompre et à dire « Oh là là, n'oubliez pas hein ». Eh bien, merci. On va continuer avec… voilà, en fait, on vient de faire ça. Et je pense qu'on peut aborder maintenant donc le premier sujet. De quoi parle-t-on quand on parle d'accompagnement des étudiants, d'engagement à l'accompagnement des étudiants? Alors, allons clarifier le vocabulaire. Lauriane. Pour ça, nous vous proposons du coup de travailler avec une application qui va nous permettre de recueillir vos réponses. C'est l'application WooClap. Pour que vous puissiez participer et répondre aux questions qu'on va vous poser. Deux solutions, ou vous utilisez votre smartphone ou vous utilisez un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre dans votre navigateur Internet, dans lequel vous allez chercher l'outil WooClap. Donc, si vous tapez WooClap dans votre navigateur Internet, vous devriez trouver dans les barres de recherche wooclap.com. Une fois que vous êtes sur wooclap.com, la barre en haut du site internet de WooClap vous propose de rentrer un code et il vous suffit de rentrer le code de notre questionnaire qui est JDLKSR. Donc je pense que Christelle va vous le reproposer ou Fatma, je vous ai mis vous le reproposer dans le chat. code sur le chat. Il est sur le chat, le code. Super. Et du coup, moi, je vais lancer WooClap. Hop. OK. Alors, je vois que vous commencez tout doucement à vous connecter. On va attendre un tout petit peu que les connexions arrivent. Et puis, je vais lancer la première question. « 11 personnes sur 30. On y croit. » Alors, à savoir que vous avez aussi à l'écran ici l'adresse complète si besoin. Je peux aussi la remettre dans le chat. Et ce qu'on va vous demander, c'est dans tous les cas, même quand on aura fini de répondre à cette question, on va utiliser cet outil tout au long du webinaire. Donc, ne fermez pas votre application, ne fermez pas votre fenêtre de navigation, vous la gardez de côté et quand on aura besoin d'y revenir, simplement, vous aurez qu'à du coup répondre aux questions qui seront déjà lancées en fait dans l'interface. Ok, donc on commence déjà à avoir 14 participants, 15. On va afficher la première question, ne vous inquiétez pas, vous aurez un peu de temps pour répondre, mais comme ça les premiers connectés pourront y répondre. Et on vous demande de réfléchir et de donner un ou deux exemples d'encadrement ou d'accompagnement que vous avez mis en place à distance avec vos étudiants. Si vous voulez rentrer plusieurs réponses, vous faites envoyer pour la première et ensuite vous rédigez la seconde et vous envoyez la seconde. Ça nous permet d'avoir vraiment deux réponses distinctes. Ça fait du bien quand tu arrêtes ton micro, Lauriane. Et je crois malheureusement que ma webcam est en train de se mettre à la retraite. Je vais d'ailleurs essayer de sélectionner un autre micro. Tu me diras, Franck, si c'est plus qualitatif. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, non. Alors, comme ça? Toujours pas. Donc non, je suis navrée. On va revenir à... C'est le moins C'est mieux, pire. on reste sur le premier, je pense. Je le coupe quand je m'en sers pas. Ok, super. On commence à avoir pas mal de réponses.
Franck, Françoise, je vous laisserai du coup commenter en fonction de ce que vous pouvez lire sur l'écran. Alors, en effet, il y a du travail. Flipgrid. Les équipes de projet, ce serait intéressant de savoir comment vous êtes en relation avec les projets, comment ça fonctionne concrètement. Est-ce que Franck, tu inities un dialogue, c'est ça? Tu attends une réponse de la personne? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Merci. Effectivement, je me demandais comment la personne qui a écrit équipe projet était en relation avec les différentes équipes, justement. Sous quels moyens, qu'est-ce qu'elle utilisait comme technique pour être en relation avec ces projets. Tu veux dire, Franck, en termes de modalité? Oui. Ouais. Ma question n'est pas claire, apparemment. Non, c'était juste au cas où il y a besoin de précision. Je ne sais Par pas exemple, si oui. Pardon? J'allais dire, en attendant que la personne qui a écrit ceci se manifeste peut-être, si elle le souhaite. Moi, j'ai un commentaire à faire en lisant les réponses ici. Puisqu'on est dans la partie ici, définition, cadrage, de quoi parle-t-on? Quand je vois vos réponses ici, moi, je vois deux types d'éléments différents qui ont été postés ici dans WooClap. Je vois des éléments qui concernent à proprement parler ce que moi j'appelle en tout cas, avec mes collègues du Louvain Learning Lab, l'accompagnement des étudiants, c'est-à-dire des actions entre l'enseignant et les étudiants, des interactions qui visent à aider les étudiants à apprendre. Voilà, il y en avait, j'ai ouvert un forum pour répondre aux oui, voilà, des courriels, un forum du cours, du tutorat, des salons de discussion, etc. Voilà, ça rentre dans ce que, en tout cas, dans mon contexte de référence, on appelle l'accompagnement. Il y a d'autres éléments comme des exercices online, des travaux de groupe, espace de travail en groupe, je vois peut-être l'élément de projet, etc., qui, dans mon cadre de référence à moi, rentrerait plutôt dans une autre partie du dispositif pédagogique qu'on appelle l'activation des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose comme activité pour apprendre? Voilà, c'est un peu différent du thème encadrement de mon point de vue, en tout cas. Et ici, dans ce séminaire-ci, on va se concentrer sur les interactions entre l'enseignant et les étudiants dans le but de soutenir l'apprentissage, d'accompagner, de soutenir, de faciliter l'apprentissage des étudiants. Voilà. Tout à fait. C'était un peu l'objet, effectivement, merci de cet éclairage, c'était un peu l'objet de ma question. C'est-à-dire, oui, certes, des équipes projets, mais comment faites-vous pour les emmener pour les accompagner voilà. Est-ce que vous écrivez des consignes particulières? Est-ce que vous êtes dans les petites salles avec les groupes pendant qu'ils sont en train de réfléchir et de travailler entre eux, etc. C'était le genre de questions. Bon. Ça permet juste d'activer, je trouve intéressant, le nuage de mots, parce que oui. Ça nous aide justement à faire ressortir un peu les mots les plus utilisés. J'allais te le demander. Voilà. Oui, donc forum. Forum, oui. Tutorat, des permanences. Alors, il y a des éléments d'outils ici. Hein. On ne voit pas de lettres, on voit Moodle. En termes d'action, il y a des échanges, des permanences, des partages. Alors, je vois aussi individuel. Ça, on va y revenir. Groupe, cadrage. Oui, voilà. Merci. En effet, ce nuage aide à faire ressortir les mots les plus utilisés. En fait, il y a des accompagnements individuels et d'autres plus de groupes.
c'est ça. Il y a un peu les Exactement, deux. on va y arriver. Hein. Et du coup, on peut revenir à la suite de la présentation et je vous rends la parole. Et je pense que c'est au tour de Françoise. Oui, tout à fait. Donc, dans cette partie cadrage, de quoi parle-t-on? Moi, j'avais envie d'épingler trois éléments qui peuvent aider à réfléchir, à poser vos choix pédagogiques en termes d'accompagnement, hein, ce que vous avez envie, là où vous avez envie d'investir dans ces interactions avec les étudiants pour les aider à apprendre, les soutenir en cas de besoin. Et ces trois éléments sont distinguer les cibles d'accompagnement, distinguer les dimensions d'accompagnement et distinguer deux postures. Alors, je vais détailler ça. Là, voilà. Merci. Hein, je ne sais pas qui appuie sur le bouton pour avancer. C'est Lauriane. Françoise, c'est moi. Du coup, ce que je vous propose, c'est simplement quand vous voulez passer à la dia suivante, vous pouvez me dire dia suivante et je le ferai automatiquement. Très bien, merci. Alors, les cibles d'accompagnement, voilà, ça peut aider à réfléchir, d'identifier qu'il y en a trois. Peut-être que le plus spontanément, et encore ça peut dépendre, mais peut-être que vous vous dites, tiens, des étudiants en difficulté que je devrais aider, ce sont des individus. C'est voilà, telle étudiante, tel étudiant, et il a besoin d'aide. Donc ça, c'est bien sûr une cible. Alors là, dans la dia suivante, on peut aussi considérer qu'on peut aider des sous-groupes d'étudiants qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'aide, de soutien, de coups de pouce. Ces sous-groupes, ça peut être soit des sous-groupes constitués parce que, par exemple, vous avez demandé aux étudiants de s'organiser en sous-groupes pour mener des projets ou des travaux divers, mais ça peut être aussi des sous-groupes que vous identifiez, par exemple, si vous donnez cours à un amphithéâtre composé de différentes filières, peut-être que vous savez par votre expérience que les étudiants de telle filière, ils ont toujours un peu plus de difficultés par rapport à cette matière avec laquelle ils sont peut-être moins familiers. Donc, ça peut être des sous-groupes par profil dans l'ensemble de votre amphithéâtre. Et c'est justement alors la troisième cible qui arrive dans la dia suivante, c'est ce que j'appelle le groupe classe. Donc, c'est l'ensemble de la cohorte. Alors, je sais que les noms varient en fonction des contextes. Hein. Nous, en Belgique, on appellerait volontiers ça une cohorte. Parfois, on dit une volée. Ou appelons le groupe classe. C'est cet ensemble d'étudiants à qui vous enseignez un enseignement une année donnée. Donc, l'accompagnement pourrait concerner ces trois cibles, des individus, des sous-groupes, le groupe classe, pour différents objectifs et avec différentes modalités, bien sûr, mais ça on y reviendra. Donc ça, c'est le premier élément pour aider à réfléchir à l'accompagnement, c'est quelles sont les cibles. Le deuxième élément, c'est à propos de quoi? Donc, les dimensions de l'accompagnement. À propos de quoi est-ce qu'on pourrait aider les étudiants? Ou autrement dit, à propos de quoi est-ce que des étudiants pourraient avoir besoin d'aide ou pourraient être en difficulté? Alors, voici ici une série de dimensions potentielles de besoins d'étudiants. Ce n'est pas exhaustif et on peut les ranger différemment. C'est vraiment ici juste pour aider à réfléchir. Le plus souvent ou le plus spontanément peut-être, on pense au contenu, donc la matière à apprendre vraiment, les mathématiques, la géographie, la littérature, enfin le contenu de votre enseignement. Les étudiants ont bien sûr des difficultés parfois au niveau du contenu. Parfois, et surtout à distance, c'est rendu encore peut-être plus compliqué, l'organisation des activités peut mettre les étudiants en difficulté. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils doivent faire, pour quand, comment, qu'est-ce qui est vraiment attendu, etc. Ils sont peut-être un peu perdus sur le dispositif que vous avez mis en place. Donc ça, c'est la deuxième dimension potentielle. La troisième dimension, c'est le climat d'apprentissage, et j'inclus là-dedans, et j'ai rajouté le mot-clé, la motivation, parce que quand on est à distance, ça peut jouer peut-être plus fort que quand on est dans un contexte habituel de cours sur campus. C'est vraiment se mettre au travail, trouver l'énergie pour se motiver et réaliser les activités attendues, se sentir dans un climat favorable, dans des interactions qui vont être bienveillantes et constructives, etc. Ça aussi peut nécessiter parfois un petit coup de pouce ou quelques éléments de facilitation
de la part de l'enseignant. Alors, les usages numériques, la dimension technique, hein, quand on est dans un environnement à distance, ça peut poser problème. Il peut y avoir des étudiants qui sont en difficulté à cause de ça et ça les empêche d'avancer pour le reste. Alors, excusez-moi, il y a un micro qu'il faudrait couper, s'il vous plaît. Il y a des interférences. Les interactions sociales, je pense en particulier quand les étudiants doivent interagir entre eux, par exemple dans des sous-groupes de travail. Vous avez peut-être déjà eu cette expérience d'avoir certains sous-groupes où ça ne fonctionne pas bien, où les étudiants sont en conflit, où ils n'arrivent pas à bien s'organiser et finalement ce sont les apprentissages qui en pâtissent. Et le dernier point, la méthodologie, il y a quelqu'un qui posait une question à ce niveau-là, hein. J'inclus dans cette dimension-là tout ce qui est… Donc, ce n'est pas l'organisation de votre cours à vous, c'est vraiment la méthodologie d'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend la discipline que vous enseignez dans un niveau d'études supérieures, d'études université? Comment est-ce qu'on apprend à apprendre? Et vraiment les notions d'épistémologie, hein, comment est-ce qu'on construit la connaissance dans votre discipline? Et ça inclut aussi la construction de l'esprit critique. Comment est-ce qu'on peut développer une habitude d'esprit critique par rapport aux connaissances dans notre discipline? Donc ça sont les différentes dimensions possibles sur lesquelles vous souhaiteriez peut-être ou non intervenir et aider les étudiants à avancer. Alors, une question peut-être avant, si tu peux revenir en arrière, merci. À ton avis, cette partie de la méthodologie ou de l'accompagnement ou du développement de l'esprit critique, à ton avis, est-ce qu'on peut, alors c'est peut-être un peu simplet de poser la question comme ça, mais est-ce qu'on peut donner une idée du temps qu'on pourrait, de pourcentage de temps ou d'énergie qu'on devrait, qu'on peut vouloir développer sur ce sujet-là par rapport au reste? Moi, je pense que personne n'aura de réponse universelle et standardisée à cette question-là. Ça fait partie pour moi de l'ordre des choix pédagogiques qu'un individu, un enseignant, une enseignante peut poser dans un contexte donné. Ça dépendra si vous intervenez dans un début de parcours d'études, dans une fin de parcours d'études. Ça peut dépendre de ce que vous savez que vos collègues font autour de vous ou ne font pas. Ça peut dépendre d'éléments d'actualité. Peut-être que des personnes qui enseignent cette année-ci dans le domaine médical, le domaine des virus, voudront approfondir davantage toute l'épistémologie de ce domaine-là que ce qu'ils ont fait les années précédentes. Oui. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre des choix pédagogiques. D'accord. Néanmoins, c'est une dimension qui paraît importante, enfin, qu'on ne peut pas, qu'il vaut mieux éviter de négliger. Oui, en tout cas, la plupart, si pas toutes les universités ou les établissements d'enseignement supérieur présentent que, par exemple, développer l'esprit critique fait partie Oui. du cœur de la formation et Oui. des attendus vraiment du parcours de formation. Merci Françoise. Mais justement, enfin, cet élément d'épistémologie, apprendre à apprendre, esprit critique, ainsi que les quelques dimensions juste au-dessus, vous voyez, je les ai encadrées ici en rouge, ça fait partie parfois de ce qu'on appelle des compétences transversales. Apprendre à travailler en groupe et à collaborer avec des personnes dans des contextes variés, développer des compétences numériques, hein, y compris de littératie numérique et d'esprit critique et de gestion de son identité numérique, etc. Apprendre à apprendre, je viens d'en parler beaucoup. Ce sont ces compétences qui sont, on les appelle transversales parce qu'elles s'appliquent à n'importe quelle discipline. Apprendre à travailler en groupe, qu'on soit dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans le domaine social, voilà, travailler en groupe, c'est travailler en groupe. Ça n'est pas lié de manière très spécifique à une discipline. Oui. Et donc, ce sont peut-être des compétences qui sont moins travaillées, moins enseignées dans l'enseignement supérieur, et c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin aussi
d'accompagner davantage les étudiants dans ces compétences-là. Mais on y reviendra aussi quand on discutera des tensions entre ce qu'on voudrait bien développer comme compétences chez les étudiants et ce qu'on est capable de développer, évidemment, qu'on est prêt à développer. Donc, les dimensions, sur quoi est-ce que je pourrais accompagner les étudiants? Ça fait partie des questions que je vous invite à vous poser pour réfléchir à vos choix pédagogiques à ce sujet-là. Et vous pourriez éventuellement les poser en les croisant avec les cibles, ou en tout cas réfléchir en termes de besoins des étudiants. Alors, je n'ai pas de réponse, hein, c'est vraiment encore une fois de l'ordre du choix et de l'analyse de votre contexte, mais vous pourriez vous dire, tiens, si je veux aider des étudiants sur des questions de contenu, hein, la matière, est-ce que ce sera plus efficace si j'accompagne cette dimension-là au niveau de chaque individu qui me pose des questions, au niveau de sous-groupes ou au niveau de l'ensemble du groupe classe? Si je veux favoriser un climat d'apprentissage qui est favorable, est-ce qu'il vaut mieux que j'agisse au niveau des individus, des sous-groupes, des groupes classes? Vous voyez, hein, vous pourriez réfléchir comme un peu des questions à appariement, là, qu'est-ce qui va bien ensemble? Peut-être que ça fera l'objet d'une discussion un peu plus tard cet après-midi. On verra si cette réflexion-là vous inspire. Alors, on a une question de Marie que je ne vois plus à l'écran, mais qui... Fatma, tu semblais... Oui. Il y a Marie qui pose la question, à qui revient de développer ces compétences transversales dans le supérieur? S'agit-il de cours transversaux aux disciplines et diplômes ou bien à intégrer dans les cursus de spécialité? C'est évidemment la grande question et je n'ai pas la réponse. Ça fait partie peut-être des obstacles à l'accompagnement. Moi, j'avais prévu d'en parler un tout petit peu plus tard. Une tension entre la question, enfin, entre deux représentations. On pourrait se dire, ce n'est pas à moi d'accompagner les étudiants dans l'apprentissage de compétences, de collaboration, etc. Parce que moi, je suis expert dans une certaine discipline, donc ce n'est pas à moi d'aborder les compétences transversales. Mais évidemment, si chaque expert disciplinaire se dit ça, ça veut dire que dans un parcours de formation, il y a sans doute personne qui le travaille avec les étudiants. Et l'attention avec ça, c'est si ce n'est pas à moi, mais que je comprends bien que ce n'est pas à mes collègues non plus, est-ce qu'en fait, ça devrait être à chacun de le faire? Est-ce que chaque enseignant devrait travailler ça un petit peu? Et encore une fois, je pose la question ici, ce sont des éléments à discuter peut-être en équipe d'enseignement, en équipe, alors en Belgique, on appelle ça équipe programme. Je ne sais pas si vous utilisez le même vocabulaire chez vous. L'ensemble des enseignants qui interviennent dans une filière pour se coordonner à ce sujet, se poser la question et dire, tiens, sur les 3 ans que les étudiants passent avec nous, ou les 5 ans, ou les 2 ans, qu'est-ce qu'on offre comme occasion aux étudiants pour développer ce genre de compétences transversales? C'est vrai que dans ce cadre-là, l'approche programme ou l'approche par compétences sont des moyens de permettre aux gens de mettre ensemble ce qu'ils font concrètement et de traiter cette question des compétences transversales. Oui. Et sachant que ces compétences transversales ne peuvent pas être travaillées de façon ponctuelle, mais de façon un peu continue sur un axe de temps assez important, et donc d'où donc l'importance de cette approche compétences ou programme. En fait. Tout à fait. Marie nous dit que le terme... Pardon. On est un tout petit peu en dehors de notre sujet, oui. Mais ça se touche parce que ces compétences transversales sont souvent des éléments pour lesquels les étudiants sont freinés dans leurs apprentissages, et donc il peut y avoir des besoins d'accompagnement à ce sujet-là, indépendamment de est-ce qu'on forme ou pas les étudiants à ces compétences. Alors, le dernier élément de clarification que je voudrais vous proposer, si Lauriane peut passer, voilà, c'est de réfléchir à 2 postures possibles et qui ne sont pas incompatibles, loin de là, de l'accompagnement. Il y a une posture
et en tout cas dans le contexte que je connais, c'est peut-être celle qui vient le plus spontanément à l'esprit, celle qui est la plus familière. Je l'appelle ici l'accompagnement réactif. J'ai pris l'image, vous voyez, d'une réception d'hôtel. Il y a quelqu'un à la réception, donc moi, enseignant, je suis disponible. Si un étudiant vient me poser des questions, je vais réagir. Donc, si quelqu'un est en difficulté et qu'il vient me trouver, je vais aider, je vais accompagner, je vais réexpliquer, je vais guider, etc. Et j'attends donc qu'on vienne me trouver et alors j'aide. Une autre posture possible est, j'ai pris la métaphore ici du chien de berger, hein. Vous voyez cette métaphore du chien qui court autour du troupeau et qui s'assure qu'il n'y a aucun mouton qui va être perdu quelque part dans un coin tout seul. Ça, c'est une posture proactive, comme le nom l'indique, où l'enseignant va observer ce qui se passe dans son, entre guillemets, troupeau, dans son groupe classe, et va observer s'il y a des signes de difficulté, et il va alors prendre des initiatives pour guider, accompagner, soutenir, soit l'ensemble du groupe classe, soit des sous-groupes, soit des individus. Ce sont deux postures possibles qui peuvent être adoptées en parallèle ou en alternance, à des degrés divers, encore une fois, qui feront l'objet de vos propres choix en fonction des obstacles et des gains que vous espérez, mais ça, on y arrivera tout de suite. Voilà, ça, c'était les 3 éléments de clarification. Distinguer 3 cibles, distinguer différentes dimensions et distinguer 2 postures possibles de l'enseignant accompagnateur. Très clair, merci. Alors, on va venir maintenant un temps d'échange, d'interaction dans la mesure du possible. Et pour lancer ce temps d'échange, nous vous proposons de retourner avec Lauriane sur WooClap. Je vais donc lancer la question suivante. Vous avez toujours ici l'adresse et le code pour vous connecter si jamais vous vous êtes déconnecté entre les deux. Donc pour rappel, www.wooclap.com/jdlksr. Hop, je le remets dans le chat également. Cette fois-ci, on vous propose de consulter les 3 axes dans une liste déroulante. Donc, normalement, vous avez un écran avec un petit encart de texte et vous avez une liste déroulante qui vous propose les 3 axes. Et du coup, vous pouvez, donc je vois qu'on a déjà quelqu'un qui a répondu les 3 dans les cibles, par exemple, distinguer ce que vous faites avec vos étudiants dans chacun des axes. Donc, c'est en sélectionnant dans la liste déroulante que vous allez pouvoir envoyer votre réponse dans l'une ou l'autre des colonnes du tableau. Pendant que vous répondez, je peux peut-être commenter brièvement un message dans le chat de Marie qui écrit « Le terme équipe pédagogique est plutôt une abstraction ». Oui, certainement, il y a cette idée d'approche programme et d'enseigner collectivement dans une approche programme est certainement on dit un changement de paradigme, hein, donc vraiment une manière tout à fait différente de considérer l'enseignement par rapport à ce qu'on connaît le plus habituellement. Voilà, le terme d'abstraction correspond sans doute à une série de contextes, mais ça peut changer. Je n'irai pas plus loin ici parce que c'est encore une fois, c'est tout un autre chapitre, hein, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais sachez qu'il y a un ouvrage vraiment intéressant à ce sujet de Richard Préjean qui s'appelle « Enseigner en approche programme ». Voilà, s'il y en a que ça intéresse, je vous invite, je vais l'écrire dans le chat aussi, mettre la référence exacte pour essayer de faire évoluer ça. Peut-être pour illustrer, Françoise, à l'ENTPE, on s'est lancé dans l'approche par compétences et ça donne un peu de sens à ces équipes pédagogiques, mais c'est aussi la difficulté de ces approches, c'est d'arriver à relever le défi du collectif et de travailler en équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas toujours évident. Oui, mais ça rend le travail très intéressant. Oui, oui. Et un élément qui rend ça compliqué, c'est que rien dans l'organisation de l'enseignement n'est fait pour ça.
Il n'y a pas de temps prévu de concertation, il n'y a pas il n'y a pas de temps, mais pas non plus de moment où c'est facile de rassembler les enseignants. C'est vraiment une autre culture, hein, tout à fait, oui. Alors, je lis ce qui s'écrit. Alors François, je vais essayer un autre mode d'affichage pour voir plus de choses, mais en fait non, ça remélange les catégories, donc je reviens au mode tableau. Ok, mais attends, on va y arriver. Ce qui serait intéressant, je vois plusieurs messages où des personnes écrivent qu'elles pratiquent une posture proactive. Ça, c'est super chouette. Est-ce que vous pourriez compléter en donnant des exemples concrets? Comment est-ce que vous êtes proactif, par exemple, dans les travaux par sous-groupe ou peu importe, hein, mais comment est-ce que vous êtes proactif de manière tout à fait concrète, si vous pouviez décrire quelques exemples de comportements que vous posez? Ça pourrait aider à rendre les choses pratiques et concrètes. Dans les éléments concrets que je vois dans la colonne de droite, là, les dimensions, proposer des rétro-plannings, proposer des méthodes. Brise-glace, j'imagine que c'est créer des activités qui vont aider un climat favorable, qui vont aider à ce que les étudiants se sentent à l'aise, osent prendre la parole peut-être. Ça, c'est très chouette. Clarté des consignes. Oui, ça, c'est quelque chose de très important aussi. Ah, il y a quelqu'un qui parle d'un journal de bord sur comment s'est passée la séance. Ça, c'est très intéressant. Moi, je serais curieuse d'en savoir plus. Est-ce qu'on peut prendre le temps pour donner le micro Bien sûr. Oui, bien sûr, si quelqu'un veut prendre la parole. Journal de bord, moi, je serais très curieuse d'entendre de quoi il s'agit. C'est peut-être ma réponse. Ah, d'accord. Florie Branger, oui. C'était une idée que j'avais eue en lisant, je crois, un élément du QPES. C'était quelqu'un qui tentait de la co-conception de cours. Et je m'étais dit que pour cette année, comme c'était particulier et que j'aurais peut-être plus de mal à sentir le retour et leur vécu par rapport aux séances, ben, je me suis vraiment servi d'un modèle. Et à la fin de chaque séance, certaines séances étaient synchrones, d'autres asynchrones. Et à la fin, à chaque fois, je proposais un journal de bord pas obligatoire avec 3 questions. C'était qu'est-ce qu'ils ont retenu de la séance, appris. Je crois qu'ensuite, c'était qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre suite à ça. Et en 3e, je crois comment ça s'était passé pour eux. Est-ce qu'ils avaient apprécié la séance, quelque chose comme ça. Et ça avait créé une petite habitude, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup pendant le semestre 1, c'était. Et voilà, donc il y a un tiers des étudiants qui ont répondu. Et par contre, personnellement, ça m'aidait comme c'était en ligne et j'avais dû le concevoir assez rapidement. Ça pouvait m'aiguiller sur la suite, est-ce qu'il fallait que je revienne sur certains points ou pas. C'était aussi pour voir si elles avaient bien vécu la séance et si j'avais besoin de faire des retours ou pas. D'accord. Et ça prenait la forme d'un formulaire, c'est ça, j'ai bien compris? Un formulaire oui, avec 3 questions? C'est ça, un formulaire sur la plateforme, donc directement intégré à la suite soit des liens vers la visio, soit des ressources et des activités à réaliser. Petit formulaire de 3 questions, voilà, tout simplement. Anonyme, alors? Oui, anonyme. Ah ben c'est chouette, voilà, c'est un exemple intéressant de prise d'infos, hein, de demander aux étudiants un feedback ou de la rétroaction sur comment ils se sentent dans le cours. Comme ça, vous pouvez alors réguler et réagir la fois suivante. Je peux préciser qu'il y avait 15 étudiants. Donc, voilà, c'est quand même important. Donc, j'ai pu le faire et j'ai pu m'amuser avec ça. Voilà. Très bien, merci.
Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Proposer des extraits musicaux pour favoriser un climat. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ça? C'est quelque chose que vous faites déjà ou c'est une idée que vous pourriez faire? Je lis ce qui attire mon attention. Oui, c'est moi. Oui, Cécile. C'est dans le cadre de cours en architecture, en fait, où effectivement, plutôt que de rester sur uniquement du visuel, d'amener des dimensions sensibles autres qui vont favoriser la compréhension d'un contexte. Voilà. Donc, c'est aussi lié au contenu, mais en même temps, ça crée effectivement ça peut créer un rythme aussi dans la séance, etc., où l'extrait musical il va alimenter un petit peu le contenu, mais surtout créer un temps où les étudiants peuvent penser à autre chose que justement le déroulé du cours. Ah oui, ok. Et donc, vous avez déjà fait ça ou c'est une idée de quelque chose que vous feriez à l'avenir? Non, je le fais, oui. Et vous êtes satisfaite? Ça porte les fruits que vous espérez? C'est très difficile de savoir, en fait, la difficulté de la... Enfin, je ne sais pas si ça... Alors, ça fait partie d'un accompagnement. Je ne savais pas que ça s'appelait accompagnement, en fait. Je ne fais pas rentrer là-dedans. Mais c'est la création à la fois du climat de confiance, en fait, parce que les étudiants, en plus, du coup, ça les... C'est pas pour les... comment dire? Par contre, on n'a pas forcément le retour. Moi, j'ai 150 étudiants en face. La grande difficulté, c'est comment savoir comment ils réagissent vis-à-vis de ça. Je n'aurais pas posé une question spécifique. Je ne fais pas d'évaluation sur les méthodes, en fait. Voilà. Donc, mais il ne faut pas tout évaluer tout le temps, sinon on s'en sort pas. Ce que vous dites, pardon. Oui. Ce que vous dites me fait penser à un système que j'ai vu passer sur Twitter. Ce sont des profs qui montent des playlists avec leurs étudiants juste en brise-glace, enfin pour le début de la séance, pour mettre, comme on a fait tout à l'heure au moment de l'attente, on a proposé un petit sondage. Eh bien, eux, ils mettent des musiques et ils demandent aux étudiants de leur en proposer pour la séance d'après. Voilà. C'est vrai que ça se fait à des moments particuliers parce où on sait qu'on n'arrive pas à voir tout le monde en même temps. Enfin, donc, on prend ce temps-là. Et puis, au début, les étudiants disent c'est bon, c'est la partie musicale, on n'a pas besoin. Puis, quand même, ça les intéresse. Donc, on sent qu'ils arrivent néanmoins. Puis, on n'a pas besoin de dire attention, tout le monde est là, je vais attendre encore 5 minutes. Et ceux qui étaient là à l'heure, ils pâtissent du fait que tout le monde n'est pas là à l'heure, en fait. Et du coup, ça crée des moments différents dans le cours qui permettent peut-être d'éviter de dire des choses comme j'attends que tout le monde soit là, quoi, par exemple. Oui. Merci. Je vois deux choses dans la colonne de gauche là qui attirent mon attention et que mon esprit en tout cas met en lien, même s'il n'y en a peut-être pas à l'origine. Je vois les étudiants ne veulent plus écouter le prof parler longtemps, donc problème avec les cours magistraux. Et alors je vois juste plus haut subdiviser les temps de classe pour consacrer à chaque groupe ou à chaque sujet. Voilà, mes yeux sont tombés sur ces deux étiquettes et mon esprit a fait un lien. Je vois quelque chose d'intéressant qui est peut-être là une facilité ou une possibilité nouvelle qui est offerte par le fait qu'on est à distance ou en ligne. C'est qu'on peut en effet subdiviser le temps différemment. Si vous avez... Bon, chez nous, les cours vont en général par bloc de 2 heures, mais rien n'oblige de faire 2 heures d'affilée non-stop ou avec juste 15 minutes de pause. Ça pourrait en effet être 30 minutes avec telle partie des étudiants, 30 minutes avec un autre sous-groupe, 30 minutes avec un troisième sous-groupe. On est libéré des problèmes de déplacement et de locaux, hein, alors que quand on est en amphithéâtre, on a tous ces étudiants pour 2 heures. Voilà. Ici, en ligne, on peut réfléchir un peu différemment. Ça peut ouvrir d'autres possibilités. Je vois quelqu'un qui a écrit ça, subdiviser les temps de classe. Est-ce que cette personne veut peut-être commenter Alors, ce sera le dernier commentaire que nous prendrons en direct parce qu'il est temps que nous avancions. Oui. Mais si cette personne veut bien dire un mot, c'est le moment, en effet. Je pense que c'est moi. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui est spécifique au virtuel. Je l'ai mis en application parce qu'en utilisant des outils comme BBB ou Zoom ou même Teams, c'est possible de créer des sous-salles virtuelles et donc d'envoyer les étudiants dans des salles différentes. Je l'ai utilisé pour plusieurs choses. D'abord parce que ce qu'on perd avec le virtuel, c'est le bavardage.
Et donc, ça m'est arrivé de créer une salle de côté juste pour que, je leur ai dit, c'est pas pour vous inciter à pas suivre le cours, mais si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, vous pouvez y aller sans que ça vous pose problème. Mais surtout, parce que je suis des projets tutorés et toute la classe travaille sur plusieurs projets. Donc, c'est juste pas possible. Enfin, il y a des temps qui peuvent être communs, mais c'est pas du tout efficace de travailler sur tous les sujets en même temps parce qu'il y en a qui sont pas intéressés. Donc, de pouvoir couper la classe, moi je le fais. Et donc, sur 2 heures, effectivement, je vais consacrer que 1 heure à chacun. Mais cette heure, elle est vraiment dédiée à leur travail et, et aux questions qui se posent. Mais ça, je le faisais déjà avant le virtuel. Ça mobilisait plus de mètres carrés, c'est sûr, mais c'était déjà possible sans mobiliser le numérique. Mais c'est vrai que ça donne d'autres possibilités et des possibilités complémentaires, je trouve, d'utiliser les outils numériques. Oui, oui, tout à fait. Merci. Pardonnez-moi, mais effectivement, ce serait intéressant de pouvoir continuer à creuser un petit peu. Il me semble qu'il est temps que nous avancions. Voilà, on va passer maintenant à l'étape du sujet numéro 2 sur les possibilités. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous si on veut développer. Alors, opportunité va aussi avec risque et problème ou obstacle. Et donc, c'est ce que nous allons travailler maintenant. Et donc, on retourne sur WooClap. Question suivante pour lancer le débat. Quel est votre degré d'accord avec les déclarations suivantes? Vous avez une échelle de 1 à 4, de 1 pas du tout d'accord à 4 entièrement d'accord. Même si vous souhaitez rester en 1, vous devez quand même cliquer pour sélectionner votre réponse, que l'ordinateur enregistre bien que c'est un 1. Et une fois que vous avez sélectionné toutes vos réponses, vous pouvez cliquer sur Valider pour envoyer vos réponses à WooClap. Bon, on n'est pas forcé d'attendre que tout le monde ait complètement répondu à tout. C'est Marie au gendre qui ne voudrait pas dire une chose pareille. Je n'ai pas de musique à mettre à la place. Ah non, c'est Cécile qui disait qu'elle ne voulait pas. Donc, on peut peut-être commenter. Moi, ce qui me frappe ici, c'est qu'il semble y avoir déjà, comment dire, un accord de fond sur le 4 n'est pas l'essentiel. Hein. Ce n'est pas mon rôle d'enseignant de m'occuper des stratégies d'apprentissage des étudiants. Tout le monde semble, enfin, la majorité semble ne pas être d'accord avec cette proposition. Oui. Effectivement, me faire remarquer, Marie, me faire remarquer que la question, si elle est posée de façon passive, active ou négative ou positive, peut induire un type de réponse. C'est vrai qu'on s'est beaucoup arraché la tête, les cheveux, pour savoir comment bien formuler ces questions. Si on avait été dans une salle ensemble, j'aurais volontiers proposé qu'on utilise un système de petits cartons ou de post-it, de post-it rouge et vert, et que vous leviez la main en disant vert, je suis d'accord, rouge, je ne suis pas d'accord, parce qu'il n'y aurait pas eu de niveau intermédiaire ici. On aurait peut-être vu davantage de contraste. En tout cas, les affirmations telles qu'elles sont formulées là, ou à peu près, correspondent à des choses que moi j'ai déjà eu l'occasion d'entendre avec les enseignants avec lesquels j'ai pu interagir jusqu'à présent. Il y a des conceptions différentes de son rôle d'enseignement, y compris des personnes qui considèrent que ce n'est pas leur rôle de s'occuper des stratégies d'apprentissage, qu'il y a des cours pour ça, des cours de méthodologie, des séminaires, des assistants, comme on dit chez nous, pour aider à ce niveau-là. Donc, visiblement, vous ne partagez pas cette représentation dans le groupe qui est ici. Mais peut-être que vous avez en tête l'un ou l'autre collègue qui répondrait peut-être d'accord à cette affirmation-là. Est-ce que j'enchaîne, Franck? Oui, je pense qu'il est raisonnable qu'on avance. Oui, je crois juste qu'on a une autre question derrière. Christelle ou Fatma, vous me direz si elle arrive au bon moment dans le webinaire. On a la priorisation des obstacles.
Non, qui ça doit venait arriver. plutôt après, je pense, si je me Ça vient souviens. plus tard? Ok. Voilà, on voit que dans cette communauté qui est ici présente maintenant, la communauté a l'air assez homogène, vous avez l'air de partager assez bien les mêmes représentations. Mais quand on réfléchit à l'accompagnement et en particulier aux obstacles, hein, qu'est-ce qui peut freiner ou qu'est-ce qui peut faire hésiter à s'engager dans l'accompagnement des étudiants, c'est souvent des questions de tension ou d'hésitation entre deux opposés ou deux éléments qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. Par exemple, on peut être en tension entre vouloir voir toute sa matière, hein, respecter le programme prévu, aborder avec les étudiants tous les contenus dont vous savez qu'ils ont besoin pour poursuivre leur parcours d'études ou leur parcours professionnel. Et puis, en tension avec ça, c'est privilégier la qualité, on va dire. C'est peut-être ne pas tout voir, mais privilégier l'apprendre à apprendre. Si les étudiants ont bien assimilé, se sont bien entraînés à apprendre en profondeur et de manière critique certaines parties de matière, ben pour le reste, on peut croire qu'ils seront capables de continuer à apprendre toute leur vie durant. D'autant plus qu'actuellement, en fonction des disciplines, bien sûr, les connaissances évoluent tellement vite qu'on peut se dire, tiens, si je vois toute ma matière cette année-ci, est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça n'aura pas tellement évolué que finalement, les connaissances ne seront plus tout à fait à jour? Voilà, on peut être en tension entre ces deux éléments-là. L'élément de droite invitant davantage à accompagner les étudiants, même si on y perd en termes de quantité de matière. Voilà, c'est la question de la quantité par rapport à la qualité finalement. Les compétences disciplinaires, les compétences transversales, on en a déjà parlé, hein, avec la question qui vient tout de suite après, c'est est-ce que c'est à moi ou ce n'est pas à moi d'enseigner des compétences transversales? Et à l'opposé, l'autre tension, c'est chaque enseignant devrait les enseigner parce que si personne ne le fait, les étudiants ne seront pas formés à ces compétences-là, dont par contre, en général, il y a consensus pour dire qu'elles sont importantes à développer. Donc là aussi, une tension et finalement une position à adopter, un choix à adopter par chacun et chacune en fonction de son contexte. En lien avec l'enseignement des compétences transversales, imaginons même qu'un enseignant se dise, bon, moi je trouve bien que c'est à moi, je considère que ça fait partie de mes responsabilités, est-ce que je suis compétente, moi, s'il s'agit d'aider les étudiants à apprendre à collaborer, ben moi, je ne sais pas très bien comment on s'y prend et comment est-ce qu'on enseigne ça. Donc, il y a la question de la compétence et la question de la légitimité aux yeux des étudiants et aux yeux des collègues peut-être. Si je consacre du temps dans mon cours à accompagner les étudiants sur la dimension, je reprends toujours cet exemple-là, de travail en groupe, de collaboration, qu'est-ce que vont penser mes collègues? Est-ce qu'ils vont trouver que j'enseigne ça bien ou que j'aide bien les étudiants à ce niveau-là? À l'opposé, donc l'élément en tension, c'est se dire, est-ce qu'il ne serait pas plus favorable et plus efficace de s'organiser en équipe programme, en équipe d'enseignants pour enseigner ces choses-là? Mais alors, on sait bien que c'est difficile et que, comme on l'a écrit dans le chat déjà, hein, voilà, toute notre organisation n'est pas bien adaptée pour ça, pour ce travail en équipe. Il y a aussi un autre élément qui intervient dans la réflexion sur l'accompagnement, c'est parfois le souhait de ne pas materner les étudiants, de se dire, oui, mais c'est quand même à eux de se débrouiller, ce sont des adultes, ils sont en train de forger leur future vie professionnelle, ils ne seront pas pris par la main tout au long de leur vie professionnelle, ils doivent apprendre à surmonter eux-mêmes les obstacles, etc. Donc, cette idée de forger des personnalités débrouillardes et qui vont résoudre leurs problèmes, ça peut être une vision, un choix.
Et à l'opposé, en tension avec ça, se dire, OK, mais si je n'aide pas, il y en a peut-être qui vont échouer. Et moi, je souhaite ou je considère que les études supérieures devraient aider un maximum, chacun si possible, chacun et chacune, à réussir et à obtenir un diplôme. Ce sont deux représentations qui sont aussi en tension. Enfin, dernier, je l'ai mis ici en dernier et en réalité, c'est peut-être le premier qui vous est venu en tête quand on parle d'obstacles, c'est la charge de travail, le temps. C'est dire, OK, moi, je voudrais bien, je suis d'accord avec tout, je trouve que ça devrait faire partie de mon rôle, je suis prête à voir un peu moins de matière pour développer, accompagner davantage sur des compétences transversales, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'investir, comment je vais enseigner ça, est-ce qu'il y a des méthodologies qui existent, s'il faut aider des sous-groupes d'étudiants, des individus, moi, j'ai pas le temps. Donc, là, il y a évidemment la question de la tension entre le temps qu'on est prêt à consacrer à sa mission d'enseignement et à sa mission de recherche. Voilà, ce sont différentes représentations que j'ai déjà entendues ou discutées avec des enseignants et qui peuvent mettre des obstacles à l'accompagnement. Alors, du côté des gains, hein, des opportunités ou des bénéfices qu'on cherche, là, c'est la dia suivante. Bon, j'ai choisi juste de les représenter par 3 photos, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vous viennent en tête. C'est un peu peut-être la passion des enseignants, c'est vraiment l'idée d'aider chaque individu à développer son talent et ses compétences. C'est pour ça que j'ai pris l'image du coach de piano, là. Aider quelqu'un à développer ses pleins talents. C'est dans la photo de l'enseignante qui tape la main, c'est aider et avoir le plaisir de voir parfois des déclics ou des étudiants qui arrivent les yeux abattus ou qui sont découragés et puis ils repartent suite à notre interaction, ils repartent en étant regonflés à bloc et ils sont prêts. Voilà, ça engendre beaucoup de plaisir dans la relation d'enseignement. Et puis aussi la préoccupation, le souhait de se dire, les étudiants qui passent par moi, dans leur parcours de formation, ils ont cours avec moi, mais je voudrais qu'ils soient bien formés et que ce soient des bons diplômés et qui vont défendre les couleurs de notre école quand ils seront dans le milieu professionnel, quoi, qui auront développé des compétences solides. Voilà, j'imagine que vous pourriez en citer d'autres, hein, des gains espérés par l'accompagnement. Finalement, ça touche à la qualité de la formation qu'on peut donner aux étudiants. Oui, il y a à la fois un côté de relations individuelles et aussi un côté de cette transmission de choses auxquelles on croit, voilà. Je pense. Hein. Un côté de passion. Hein, oui. Je pense que, vous commenterez peut-être, mais beaucoup d'enseignants-chercheurs sont mus par une passion, par leur discipline certainement, par leur recherche, mais aussi par la transmission de cette passion aux étudiants. On a envie de le faire bien, quoi. Ok, merci Françoise. Alors, voilà, si vous voulez ajouter des choses, c'est le moment de nous écrire, de le mettre par le chat, sans qu'on attende trop. Hein. Donc, voilà, si vous avez pensé à une question qui vous brûle les lèvres, c'est le moment. Quelqu'un parle, qu'on n'entend pas. Question, Franck, par rapport au chat. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Christelle. Nous ne t'entendons pas, Christelle. Tu m'entends toujours pas? Ah, là, ça y est. Je disais qu'il n'y a aucune question par rapport à ça sur le chat, donc on peut peut-être passer. Très bien. Eh bien alors, il est temps maintenant de passer au lancement de la 3e partie, non? Non, le débat. Pardon. Franck. Pardon. Alors du coup, même ritournelle que tout à l'heure, vous retournez sur votre WhatsApp et nous allons passer
à la question. Alors, on les a reformulées parfois un petit peu différemment sur les différents obstacles. Donc, il y en a beaucoup. Et dans le choix de questions, enfin de catégories que vous pouvez observer, il y en a 7. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'abord de consulter les 7 dans la liste déroulante et ensuite de proposer au moins une piste d'action pour l'obstacle que vous souhaitez réellement dépasser. Donc, l'idée, c'est qu'on ne pourra pas collectivement remplir les 7 cases du tableau. On va essayer de ne pas tous remplir non plus que la première. Donc, de bien choisir plutôt l'axe qui vous intéresse, en fait, pour être sûr qu'on ait un petit peu une variété de réponses. Et vous nous pardonnerez pour les petites coquilles qui se sont glissées dans... voilà, mais ce n'est pas grave. Je vois plusieurs messages qui font référence aux difficultés par rapport à la hiérarchie ou aux collègues qui considèrent que ce n'est pas important, etc. C'est très vrai. Hein, c'est une... vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand on commence à s'investir en pédagogie, réfléchir à comment enseigner autrement, enseigner mieux, améliorer l'efficacité. On arrive très vite dans le domaine de l'innovation pédagogique, enfin c'est de l'innovation quand même, et donc très vite on arrive aussi aux résistances et au changement de culture vraiment. Et je profite pour faire une information, sauf si Franck l'a peut-être déjà faite. Il va y avoir le 24 février prochain un webinaire qui est organisé par l'Association internationale de pédagogie universitaire sur ce thème-là, précisément, changer de paradigme pédagogique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que c'est difficile de sortir de sa zone de confort? Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est un webinaire qui sera animé par Nicole Régé-Collet. Et c'est organisé dans le cadre des 40 ans de cette association AIPU. Je pense que ça va être intéressant parce que c'est vrai que
voilà, on est dans une culture qui n'est pas toujours favorable à ce travail en équipe d'enseignants, dégager du contenu pour développer davantage des compétences transversales, aider les étudiants pour augmenter le taux de réussite. Il y a des discours très ambigus autour de ça. Parfois, quand on a trop d'étudiants qui réussissent, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, peut-être pas chez vous, mais chez nous, c'est comme ça. S'il y a trop d'étudiants qui réussissent un enseignement, donc qui valident un enseignement, c'est mal vu par des collègues. Donc, il faut, voilà. Le climat n'est pas toujours favorable. Ah voilà, je vois que Christelle a mis le lien dans le chat, super, merci beaucoup. J'ai bien aimé aussi le commentaire de la personne qui dit qu'elle ne s'est jamais autant formée qu'en cette période de pandémie. Vive le Covid. Merci de votre positivisme, mais je crois que c'est vrai. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont été forcés de sortir de leurs habitudes et de leurs routines. Et évidemment, c'est très difficile, c'est embêtant parce que ce n'est pas volontaire, on est obligé de le faire dans ce contexte-ci. Mais quand on regarde les choses par le bon côté, il peut y avoir voilà, ça peut apporter du mieux, en effet. Et je me permets de rebondir, Françoise, là-dessus. Je crois que ça a été aussi révélateur d'un mythe, je pense, que les enseignants avaient sur à la fois l'autonomie et la compétence de leurs étudiants sur le numérique et les apprentissages. Et finalement, il y a un peu cette peut-être double désillusion de se rendre compte qu'en fait, non seulement il faut progresser soi-même pour s'adapter très rapidement à la situation, mais qu'en plus, les étudiants aussi ne vont pas finalement forcément être les moteurs de l'appétence numérique ou des choses comme ça, parce que, oui, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de génération, et eux aussi, ils doivent apprendre à utiliser les outils, à être autonomes. Et finalement, c'est rassurant, ça veut dire qu'on était tous dans la même galère, en fait, étudiants, enseignants, équipe. Donc, c'est collectivement plus intéressant, en fait. Oui, oui. Oui, là, je pense qu'on est tous dans la même galère. C'est tout à fait approprié au contexte qui a été le nôtre depuis presque un an. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, pardon. Si je peux me permettre, par rapport à lié à la charge de travail, je vois la réponse limiter le métatravail, donc laisser de côté certaines tâches et même en fait faire une sélection ou un tri de ce qu'on va donner à distance, en mode synchrone et en mode asynchrone. Qu'est-ce qui est indispensable à faire soi-même en mode entre guillemets transmissif et qu'est-ce qu'on peut laisser à la charge des étudiants. Et c'est l'occasion ou jamais, je pense, ce travail à distance, d'harmoniser aussi le travail avec les autres enseignants et les équipes pédagogiques. Parce qu'il y a beaucoup de redondance, de répétition, il y a des choses que l'étudiant voit dans différentes disciplines. Si on arrive à harmoniser, ça allège un petit peu la charge de travail, que ce soit pour l'étudiant et les enseignants également. Et ça rejoint également la colonne 3 où on voit, par rapport à la légitimité, travailler un cours à deux voix, pourquoi pas? Ça fait aussi un travail de cohérence et d'harmonie et ça donne plus de sens aussi à l'apprentissage pour les étudiants. Voilà, c'était ma petite remarque par rapport à ces deux réponses. Alors, moi, je ne ferai pas de commentaire, simplement pour dire qu'il est 4h moins 10 et que ça veut dire qu'il va falloir que nous pensions à avancer un peu si nous voulons tenir notre troisième partie dans les temps. En fait, tout ce matériau que vous nous offrez là, on va le réutiliser, on va le reprendre et nous avons pour objectif d'essayer de produire un certain nombre de ressources à diffuser, utilisables pour se donner des idées et pour enrichir nos pratiques ultérieures. Alors, merci Lauriane.
c'est la troisième et la dernière partie, l'idée étant de partir d'ici, de sortir de ce webinaire avec quelque chose dans les mains qui puisse nous permettre d'appliquer, alors je ne dirais pas des trucs et astuces, mais des idées qu'on pourrait vouloir appliquer. Donc, comment mettre en œuvre ces modalités, avec quel type d'organisation du travail, quelles questions pour cette mise en œuvre, sans oublier que nous avons une charge de travail et que eux aussi, ils ont un planning et une charge qui leur est imposée. Alors, étape 1, Lauriane. Encore une partie interactive sur Booklab. On y retourne. Donc, pour ceux qui étaient en train d'écrire leur dernière phrase, je vous laisse envoyer votre dernier message dans le tableau et je vais afficher du coup la question suivante. Aujourd'hui, quelle stratégie d'accompagnement en ligne utilisez-vous déjà ? Vous avez 100 points à répartir entre les différentes réponses. Vous pouvez n'en utiliser qu'une seule et donc mettre 100 points sur une réponse, ou alors répartir en fonction de ce que vous utilisez le plus. Une réponse à 0 points est quand même comptabilisée. Une fois que vous avez fait votre total de score, que vous avez consommé vos 100 points, vous pouvez cliquer sur valider ou envoyer. Et là, pour être sûr, on n'a que les 6 propositions, hein. Il n'y en a pas plus, pas en dessous de l'écran. Oui, il n'y a que les 6 propositions pour l'instant. Et si aucune des propositions ne remplit ce que vous proposez, dans la majorité des cas, vous pouvez mettre dans le chat les idées que vous avez et qui n'ont pas été listées, parce que on a forcément listé les plus courantes. Néanmoins, il y a certainement des choses que vous faites qui ne sont pas dans cette liste. C'est commode, la messagerie. Paradoxalement, moi je trouve pas tant que ça en fait, parce qu'après tu dois traiter individuellement du coup toutes les sollicitations. Bien sûr. Tu as raison. Néanmoins, je vois que c'est un canal que nous utilisons souvent. Nous sommes aussi nombreux. parce que je pense que c'est le premier qu'on maîtrise en fait, techniquement. Du coup, Alors, il y a Anna qui propose des outils sur le chat, Perusall, tableur partagé, Word partagé, Padlet. Ah, avec une légère nuance quand même sur Padlet. Ouais, j'ai vu, pas convaincu. Je ne sais pas si on se lance dans des discussions sur des outils ou… Oui, non. Mais... Non, sinon sur les outils, on risque d'y passer beaucoup de temps, mais plus rester sur les méthodes. Peut-être, Anna, vous pouvez juste mettre un commentaire dans le chat pour nous permettre de savoir pourquoi vous n'êtes pas tellement convaincu sans forcément lancer un débat d'outils, mais du coup, ça nous permettrait d'avoir votre avis. En fait. Alors, moi, je suis assez frappé parce que, pour ne rien vous cacher, j'avais mis, comme je ne suis pas encore très au point dans l'usage de tout, de beaucoup d'outils numériques, j'avais concentré mes réponses sur la messagerie et le commentaire sur les devoirs. Et je m'attendais, moi j'ai mis un gros pourcentage de mes 100%, de mes 100 sur le commentaire. Et je pensais qu'on serait plus nombreux à utiliser le commentaire. Il me semble, moi, que le feedback, le commentaire sur le travail des étudiants est une des voies, enfin, à mon avis, c'était une des voies royales pour accompagner, pour faire comprendre, pour mettre le doigt sur les progrès à réaliser, etc. Donc, je m'attendais à ce que les réponses soient plus nombreuses. Il y a une proposition aussi de Patrick. Il propose aussi des réunions d'1 heure à 2 heures sur Zoom et des docs partagés. C'est vrai que la classe virtuelle… Oui, utiliser le synchrone aussi pour des échanges d'accompagnement, quoi, pas juste pour donner cours, comme on dit. C'est évidemment une très bonne idée. Oui, je le fais notamment dans soit des enseignements de sociologie des organisations
où les étudiants ont des exposés à faire. Et on peut très bien préparer ces exposés par petits groupes, juste pour cadrer un petit peu, pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens, ou dans les cours de management de projet. Et puis pour des accompagnements d'équipe projet, c'est pratiquement le meilleur outil. Alors, il y a la messagerie, il y a les commentaires sur des livrables intermédiaires, mais les petites réunions Zoom, et 1 heure étant bien dimensionnée, voire 50 minutes comme une bonne émission de télé, voilà, j'utilise beaucoup ça. Oui. Merci Patrick. Ce que vous dites me fait penser à une autre thématique pour laquelle je sais que vous avez déjà eu un webinaire. C'est la thématique de la scénarisation pédagogique. On travaille aussi de notre côté avec nos enseignants. J'ai eu l'occasion d'animer quelques ateliers avec des enseignants à ce sujet-là. Et ce que je trouve intéressant dans le travail de scénarisation, c'est de chercher à articuler des moments synchrones et asynchrones, éventuellement en classe si le contexte sanitaire le permet, mais enfin même si on est à distance, synchrone et asynchrone, avec des moments en groupe classe, par sous-groupe et éventuellement individuel, parce qu'on pourrait avoir un Zoom avec juste un étudiant 10 minutes et cet étudiant-là, il va repartir, il aura eu le coup de pouce nécessaire pour pouvoir repartir. Et donc de réfléchir vraiment, de combiner ces différents éléments pour concevoir l'organisation de l'enseignement qui va le mieux rencontrer les objectifs que vous poursuivez. C'est vrai que finalement, en étant entièrement à distance, comme on l'est pour l'instant, en tout cas en majorité chez nous, on peut réfléchir différemment, on peut se permettre de rencontrer des petits groupes pendant 20 minutes sans avoir l'impression de laisser les autres derrière la porte, quoi. On peut vraiment… ça ouvre les possibles. Voilà. Donc, voilà. On ne l'avait pas listé finalement, mais c'est très juste. Hein. Les rencontres synchrones peuvent aussi servir d'opportunité d'accompagnement. Effectivement. Alors, il y a Marie Augente qui nous dit que le feedback est très demandé par les étudiants, mais c'est aussi très chronophage. Oui. La question du temps elle revient très souvent, hein, le bénéfice et des inconvénients de la méthode. Après, moi, j'ai une petite technique à partager très modestement à ce sujet-là, parce qu'évidemment, le feedback individuel, même le feedback par sous-groupe, c'est en effet très chronophage. Mais je crois que quelqu'un voulait parler. Je crois que c'est Marie, non? Oui, et du coup, je sens les étudiants sont très demandeurs, donc j'essaie de le faire. C'est vrai que, alors même en faisant une précédente formation, on avait évoqué la question des feedbacks oraux. On enregistre une capsule audio, par exemple, sur une copie, ça va plus vite, je me rappelle bien. Et après, il y a aussi peut-être de faire des feedbacks collectifs. Enfin, il y a plein dans les copies, par exemple, dans les devoirs où les mêmes erreurs reviennent souvent. Donc, on peut revenir dessus. Mais ça me paraît pas très efficace parce qu'en fait, les étudiants ne lisent pas. Donc, ils sont vraiment en attente de quelque chose qui leur est destiné rien qu'à eux. Et ça, c'est très difficile. Enfin, moi, voilà, c'est vraiment, j'ai pas le temps de le faire bien pour tous, quoi. C'est un peu, ça me gêne. Hein, j'ai pas trouvé la bonne solution encore, mais Est-ce que je partage Oui. C'est une expérience personnelle, mais quand je la partage autour de moi, souvent on me dit « Ah, c'est vraiment, c'est une bonne idée, c'est génial, c'est génial ». Donc, je me permets de vous la partager aussi. Après, vous direz ce que vous en pensez. C'est une technique de feedback collectif, en effet. Donc, je demande aux étudiants un travail individuel. En l'occurrence, chez moi, c'est un travail individuel, mais j'annonce dès le départ, donc les règles du jeu sont très claires à ce niveau-là. J'annonce que je ferai un travail collectif sur base de 5 travaux que je vais choisir. Alors, en fonction des années, je change. Soit je prends au hasard, vraiment au hasard, je sors 5 travaux de Moodle et c'est ceux-là que j'analyse. Ou parfois, j'en regarde un peu plus et je sélectionne les travaux pour lesquels il y a plus de choses à dire, où je trouve plus de matière intéressante pour donner du feedback. Et donc, je lis les travaux, je prépare un retour qui va s'adresser à tout le monde et ce retour sera anonyme. Donc, j'extrais des morceaux de travaux que je commente. Alors, c'est un retour que je fais en synchrone. Jusqu'à présent, c'était dans l'amphithéâtre, mais cette année-ci, je m'apprête à le faire
par visioconférence. Donc, je montre des extraits, ce sont des travaux écrits, hein. Je montre des extraits, je prends des copies d'écran de quelques lignes que je prépare dans un PowerPoint avec toutes sortes d'extraits que je range par thématique que je veux illustrer. Et donc, je montre les extraits et je les commente en disant, ben voilà, dans cet extrait, on voit que, par exemple, le vocabulaire est utilisé de manière imprécise. La personne qui a écrit ça, elle a écrit ces mots-là, mais en fait, ça ne fait pas de sens parce que si je commente les travaux, vous savez très bien ce que je veux dire par là. Mais donc, les règles du jeu instaurées avec les étudiants, c'est que c'est anonyme. Et moi, je ne demande pas à lever l'anonymat. Mais si l'étudiant se reconnaît, donc il dit, ah, mais c'est moi qui ai écrit ça, s'il le souhaite, et uniquement s'il le souhaite, il peut prendre la main et intervenir et commenter. Certains le font, d'autres ne le font pas, et je ne pousse pas du tout. Et donc, avec ces 5 travaux et les extraits que je choisis, j'aborde différents thèmes, soit que j'ai vu dans les 5 travaux des faiblesses récurrentes, ou que je sais des années précédentes, ça c'est un peu l'expérience qui joue, je sais que c'est traditionnellement difficile dans les travaux des étudiants, et donc je cherche des illustrations et je choisis des extraits faibles et des extraits bons. Donc je montre aussi des extraits réussis en disant, ben, regardez ici, on a un paragraphe où la personne a réussi à bien décrire de manière claire et structurée, blablabla. Donc j'essaye de montrer les deux. Alors, les étudiants sont attentifs. D'abord parce qu'ils ne savent pas. Je pense qu'ils se demandent chacun, est-ce que mon travail va arriver à l'écran ou pas. Et puis, je crois aussi sincèrement que l'ensemble, la majorité en tout cas du groupe, trouve du feedback qui lui parle. Personnellement, en disant, tiens, ah mais c'est vrai, ah mais moi aussi, c'est comme ça. Donc, c'est aussi une certaine façon, très modestement, d'évaluation par les pairs, même si elle est implicite, parce que les étudiants sont amenés à lire des extraits des autres, rédigés par d'autres, et à entendre du feedback, dire, tiens, voilà, ça c'est un bon extrait, ça c'est un extrait plus faible. Voilà, donc je trouve, moi je suis très satisfaite de cette technique. Et les commentaires, les retours que j'ai des étudiants sont positifs, c'est pour ça que je continue à la pratiquer. Et alors, ce cours-là que j'enseigne, il y a entre 80 et 120 étudiants d'une année à l'autre. Et moi, j'évalue 5 travaux. Donc, en termes de charge de travail, ça n'a rien à voir avec le fait que si je devais lire 100 travaux et les commenter, quoi. Ah, c'est cool. Voilà. Après, J'imagine ce qui intéresse les étudiants, c'est le fait que tu expliques ton raisonnement et que tu donnes à voir comment est-ce que tu analyses des extraits de travaux. Et donc ça les éclaire sur ce que tu attends d'eux par rapport à ça. J'imagine que c'est ça qui doit les intéresser. Je consacre environ 1h30 à faire ça. Donc c'est vrai qu'on va dans le détail, hein. Je montre, ça dépend, mais 15 à 20 extraits. Et que je commente. Donc, on va assez dans les détails et dans la profondeur, en effet. Oui. C'est assez qualitatif comme feedback. Alors… Oui, je connais une enseignante qui fait pareil, par rapport aux exercices d'évaluation. Elle choisit 3 exemples à chaque fois, anonymes, et elle fait un retour là-dessus. Un bon exemple, un moyen et un entre guillemets mauvais, et apparemment ça marche très bien, ce mode de fonctionnement, de feedback entre guillemets. Ça allège la charge de travail, notamment pour l'enseignant aussi. Tout à fait. Je nous invite à poursuivre. Merci Lauriane. Et donc la parole est à Françoise. Très bien. Alors, dans les pistes concrètes, il y en a autant que la créativité peut en générer, hein, des exemples concrets. Et vous en avez, je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Peut-être que vous avez aussi écrit des idées pendant que je parlais. Ah, pardon. Il y a un commentaire. Oui. Il y a un commentaire dans le chat. Hein. Voilà, avant qu'on avance, je pense que c'est Marie qui nous demande… Oui. Qui nous demande comment est-ce que les autres travaux
ceux qui ne sont pas dans les 5, sont-ils évalués? Comment tu donnes la note aux étudiants? Alors là, bon, pour décrire un peu plus l'ensemble du dispositif, c'est un travail formatif qui est demandé là, mais c'est en fait un premier jet du travail final que les étudiants devront rendre à la fin de l'unité d'enseignement. Donc, c'est une sorte de brouillon. Ce n'est pas coté. Donc, moi, je commente les 5 travaux comme je vous l'ai expliqué. Mais sur base de ça, de ces commentaires, de ce feedback, les étudiants alors améliorent ou pas, selon leur choix, leur texte pour le rendre pour la fin de l'unité d'enseignement. Et ceux-là, je les évalue évidemment. Je les corrige. Hein, Mais donc, le travail formatif, il n'est pas noté et j'en évalue 5 sur l'ensemble du groupe classe. Et ça, tu le fais à plusieurs reprises, une première fois, au milieu, et puis non, c'est une fois. Je le fais moi une fois, mais ce même travail brouillon, il est ensuite évalué par les pairs. Donc, j'utilise la fonctionnalité atelier de Moodle. Okay. Et donc, les étudiants, entre eux, après avoir entendu mon feedback, ils font aussi une évaluation de 3 travaux et ils sont amenés à rédiger eux-mêmes des feedbacks pour leur truc. Donc, c'est un ensemble assez structuré. Merci. Alors. Voilà, et donc je voulais vous pointer quelques idées parmi beaucoup qui sont possibles, en distinguant ce que vous pouvez faire pour préparer l'accompagnement déjà avant le cours, avant l'unité d'enseignement, et puis des choses à faire pendant. Parce que finalement, l'accompagnement des étudiants, les guider dans l'ensemble du processus d'apprentissage qu'ils vont être amenés à mettre en œuvre, il y a des choses que vous pouvez déjà prévoir avant d'être en interaction avec les étudiants, et ça peut grandement les aider, surtout quand on est dans un contexte à distance. Par exemple, vous avez cité beaucoup de choses vous-même, hein, au début, notamment dans les premières questions qu'on vous posait, rédiger des consignes et s'assurer que ces consignes vont être claires, donc éventuellement les faire relire par l'un ou l'autre, soit collègues ou même étudiants, pour s'assurer que les consignes vont être suffisantes, suffisamment précises, pour guider les étudiants correctement dans le processus d'apprentissage que vous leur proposez. Préparer des messages ou des vidéos pour guider, parce que souvent les consignes, on pense à les écrire, mais vous pourriez très bien expliquer une consigne dans une courte vidéo de 2 minutes que vous préenregistrez, parce que parfois c'est plus facile de le dire que de l'écrire, ou faire les deux, pour aussi permettre aux étudiants d'utiliser ce qui va leur parler le plus. Alors, en amont aussi, vous pouvez, en vue de faciliter l'accompagnement, prévoir des activités qui vont laisser des traces sur la plateforme, sur Moodle, hein, si vous utilisez Moodle. Alors, j'y reviendrai tout de suite dans ce que vous pouvez faire alors pendant le cours, mais si vous demandez aux étudiants plutôt que une consigne qui serait « regardez cette vidéo » ou « lisez ce texte », vous pourriez leur proposer une consigne qui serait « regardez cette vidéo, lisez ce texte et postez dans tel forum 3 lignes de synthèse de ce que vous avez retenu » ou postez dans le forum une question qui vous vient en tête après la lecture du texte ou la lecture de la vidéo. Ça invite l'étudiant, ça donne une perspective à l'étudiant pour son activité, ça donne un but et ça permettra à vous de voir si les étudiants ont posté et donc de pouvoir éventuellement encourager ou insister ou aller chercher ceux qui sont peut-être à la traîne. Et ça donne aussi le petit élément de motivation de l'étudiant qui pourrait se dire « Ah, mais le prof va regarder si j'ai posté ou pas ». Ça n'implique pas que vous alliez répondre à tous les posts dans le forum. Forum ne veut pas dire toujours question-réponse. Hein. Vous pouvez demander une activité dans le forum et juste voir s'il y a des messages qui arrivent et si ces messages sont bien centrés sur le sujet, si ce n'est pas des messages qui parlent d'autre chose. Ça, c'est un exemple avec des forums. Vous pouvez mettre juste une petite question de test
une ou deux ou trois, hein, en fonction de votre inspiration. Encore une fois, avec le même objectif, c'est guider l'étudiant dans l'activité intellectuelle que vous leur demandez, que vous leur proposez, et eux, leur donner envie de faire quelque chose pour que vous voyez qu'ils l'ont fait, et vous permettre de voir qui a agi ou pas agi. Vous voyez que j'ai mis ici, dans le bas de la diapositive, un lien vers le blog du Louvain Learning Lab. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller lire. Moi, notamment, j'ai écrit l'un ou l'autre article sur ces questions-là précisément. Les activités qui laissent des traces observables sur la plateforme et en quoi c'est intéressant. Vous pouvez lire les articles de mes collègues aussi. Hein. Mon but ici n'est pas de faire ma publicité, mais c'est parce que c'est précisément sur ces sujets-là que j'ai écrit des articles. Juste un mot pour encourager ceux qui ne l'auraient pas encore déjà fait à aller se promener et visiter l'incroyable bibliothèque de ressources extraordinaires, notamment je pense au petit livret que vous produisez. Il faut vraiment aller voir ce qui se passe au Louvain Learning Lab. Merci pour la publicité. Dernier élément de cet amont, juste revenir un tout petit peu sur ce qu'on appelle parfois, certains auteurs appellent l'accompagnement système. C'est tout ce que vous pouvez mettre dans la plateforme d'apprentissage en amont et qui va guider les étudiants. Par exemple, les feedbacks automatiques dans les tests, les quiz de Moodle. J'ai vu que vous étiez assez peu nombreux. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de points qui étaient attribués à ça, feedback automatique. Moi, je vous encourage, quand vous avez le temps, à investir ça parce que c'est vraiment un moyen d'accompagnement très puissant pour les étudiants. Évidemment, ce n'est pas très facile d'écrire un bon feedback qualitatif par rapport à une question que vous posez sur la matière. Hein. Une question à choix multiple. Hein. On est dans les tests de Moodle, les réponses A, B, C, D. C'est rédiger un feedback. Pourquoi A n'est pas correct? Pourquoi B est correct? Pourquoi C n'est pas correct? Et aller plus loin que bravo, vous avez trouvé la bonne réponse ou non, incorrect, essayez encore. Ça c'est pas du feedback pour moi. Hein. Si c'est pour écrire ça, ça vaut même pas la peine de prendre le temps de l'écrire. Ça n'aide pas l'étudiant à comprendre pourquoi il s'est trompé ou à comprendre pourquoi il a bien répondu, parce que peut-être votre question était complexe et il a bien répondu un peu par hasard. Ça veut dire aussi que ces tests de Moodle, ils peuvent être intéressants en guise d'exercice, donc sans faire compter les points dans la note, parce que là, on est vraiment dans l'accompagnement matière-contenu, donner l'occasion aux étudiants de s'exercer et de se tromper, parce que c'est en se trompant qu'on apprend le plus. Mais pour se tromper en toute sérénité, si je peux dire, mais il ne faut pas que ça compte pour des points. Voilà. Et dans la même idée, il y a les corrigés de type, les checklists, tout ce qui peut aider l'étudiant à vérifier et à s'assurer qu'il est dans la bonne voie d'apprentissage, dans la bonne voie de compréhension et de maîtrise. Juste un mot pour signaler que Christelle a mis une référence d'un de tes ouvrages, d'un de tes articles. Très bien, merci. Merci Christelle. Oui, parce qu'ici, on n'a pas le temps d'aller vraiment très en profondeur. Dans les articles, vous trouverez l'une ou l'autre idée plus concrète. Et alors, pendant le cours, donc quand vous êtes dans l'interaction, pendant les quelques semaines ou mois que dure votre cours, si vous avez conçu les choses de façon à demander aux étudiants des traces concrètes sur la plateforme, même très petites, hein, mais ça vous permet alors d'aller regarder. Il y en a quelques-uns qui avaient écrit ça au tout début, tout à l'heure, hein, dans les actions d'accompagnement que vous faites déjà. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a à être à distance et qu'on n'a pas dans un amphithéâtre. Hein. Quand vous êtes dans l'amphithéâtre, vous voyez si les étudiants sont là ou pas là. Ça, vous le voyez. Mais les étudiants qui sont face à vous et qui sont comme ça en train de vous écouter, vous ne pouvez pas savoir s'ils vous écoutent vraiment ou pas, avec une activité intellectuelle qui est dynamisée ou s'ils sont en train de penser à ce qu'ils vont faire le soir. Sur la plateforme, bon, il y a des limites aussi, bien sûr, mais vous pouvez davantage voir, surtout si vous demandez des mini-activités, comment les étudiants s'engagent. Et alors, éventuellement, pouvoir aller chercher, hein, comme le chien de berger,
l'un ou l'autre étudiant qui serait peut-être en train de décrocher, ou un sous-groupe, et ça peut se faire par un email de rappel envoyé juste à ces personnes-là, ou un Zoom individuel ou un Zoom auquel vous invitez uniquement ces étudiants-là. Il y a aussi peut-être vous le faites parce que c'est assez fréquent finalement, mais c'est toujours utile. Moi, j'entends encore beaucoup de commentaires positifs à ce niveau-là. C'est envoyer chaque semaine, pour peu que vous ayez des rendez-vous hebdomadaires avec vos étudiants, mais ils ne sont peut-être pas toujours synchrones, mais ils sont censés travailler pour votre cours chaque semaine. Envoyer un mail de rappel et dire, voilà, cette semaine, c'est ça qui est prévu pour vous. Même si c'est en asynchrone uniquement sur Moodle, vous êtes invité à réaliser le module 3 ou à lire tel texte. Voilà, un petit mail. Et dans ce mail, vous pouvez aussi le rédiger d'une façon personnelle et chaleureuse. Vous pouvez encourager, dire voilà, j'ai regardé, j'ai vu que vous êtes 3/4 du groupe classe à réaliser l'activité du module 2, c'est chouette. J'ai vu des questions intéressantes dans le forum, je suis allée répondre. Donc, vous pouvez vraiment formuler dans la rédaction du message quelque chose qui influence le climat et qui montre que vous êtes là pour aider les étudiants. C'est facile, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut aider. Franck me dit 5 minutes, j'accélère. Surtout qu'on a déjà parlé du feedback collectif au groupe classe, donc ça, je n'en parle plus. Et on a un tout petit peu touché déjà l'équilibre des activités synchrones et asynchrones. Quand on est à distance, on peut en profiter pour repenser la façon dont on organise l'enseignement. On n'est pas obligé d'avoir toutes les semaines une rencontre synchrone avec les étudiants, même si c'était comme ça qu'on enseignait dans l'amphithéâtre. On peut repenser les choses différemment. Et là, je vous renvoie aussi vers le blog si vous avez envie de creuser cette piste-là. Voilà, il y a en fait de la place pour de la créativité. Hein. Je m'arrête ici pour laisser place aux échanges. Allez, on se donne quelques minutes, Lauriane, pour la dernière partie de récupération. Dernière question sur Mooclap. Je vous laisse retourner à vos interfaces. Et si on exploitait ce qu'on vient de voir pour encadrer et accompagner les étudiants à distance, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, que vous n'avez pas du coup déjà tenté, à la lumière des échanges que nous avons eus aujourd'hui? On vous laisse 3 minutes de réflexion pour partager vos réponses. Je lis ce qui a été écrit dans le chat pendant ce temps-là. Il y a un témoignage détaillé, intéressant sur l'usage de Perusol. Hein. Peut-être ça pourra faire l'objet d'un prochain séminaire, ce genre d'outils qui permettent vraiment de... On a déjà fait un webinaire sur les outils. Ah, voilà. Perusol, Geniali et Padlet. Oui, oui. Ah, bah, très bien. 6 novembre. Sous forme de retour d'expérience, en fait. Oui, oui. C'est intéressant parce que ça permet de constituer une sorte de bibliothèque de choses à faire qu'on va pouvoir partager.
Je vois quelqu'un qui écrit les ateliers Moodle. Le paramétrage ne m'a pas paru intuitif. En effet, hein, c'est très compliqué. Enfin, c'est très puissant. Il y a 36 000 paramètres et on se dit, oh là là, qu'est-ce que je dois choisir ici ou là? Donc là, oui, ça vaut la peine soit de demander à quelqu'un qui s'y connaît de vous aider si vous avez ça sous la main, ou de prendre le temps de bien regarder des tutoriels parce qu'il oui, y a beaucoup de paramètres qu'il faut choisir. Un bloc de classe, voilà une idée, oui. Si on a le temps, peut-être la personne pourra expliquer son idée, je serais curieuse. Et quelqu'un qui écrit activer un forum, mais comment l'organiser? J'ai dans la tête, mais bon, c'est pas encore fait, mais j'envisage de rédiger un article dans le blog sur les forums, justement, parce que je me rends compte qu'il y a peut-être des représentations qui n'aident pas à réfléchir à l'usage des forums. En fait, un forum, c'est purement une fonctionnalité technique, c'est une fonctionnalité qui permet de poster des messages. Et après, on peut l'utiliser dans toutes sortes d'usages différents. Des questions-réponses, enfin, ça peut être les étudiants qui posent des questions à l'enseignant, mais ça peut être aussi l'enseignant qui pose des questions aux étudiants et les étudiants élaborent des réponses. On peut l'utiliser pour inviter les étudiants à partager des exemples. Hein. Si on a vu une partie de matière, on pourrait dire aux étudiants, tiens, poster des exemples dans la vie professionnelle ou dans la vie quotidienne, peu importe, de cet élément de matière. Et donc, les étudiants viennent poster des messages ou poster des témoignages des expériences vécues, poster des photos. Vous allez chercher dans l'environnement des photos de ce qu'on vient de travailler pour illustrer. Voilà, on peut utiliser de toutes sortes d'usages différents. Hein. La question qui me vient à propos du forum, c'est pour moi, parce que j'ai essayé d'en lancer un, mais sans trop de succès, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et je me suis dit que j'avais peut-être pas bien vendu quelque chose. Et donc, comment faire pour les attirer à jouer le jeu parce que c'est gratuit, hein, ça n'apporte rien, a priori, en termes d'évaluation. Mais par rapport à cette question, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est la bonne question à se poser? Mais c'est une question que tout le monde se pose en réalité, mais j'ai déjà réfléchi à ça et je me dis, si vous êtes dans un amphithéâtre face à 100 étudiants, imaginons, et que vous posez une question, voilà, vous dites, vous posez une question et vous donnez la parole à votre auditoire. À partir de combien d'interventions d'étudiants est-ce qu'on serait satisfait? Par exemple, Franck, si tu t'imagines dans cette situation, tu as 100 personnes, tu poses une question, à partir de combien de réponses tu te dirais « Ah, ben c'était chouette ». Alors, moi, je leur fais répondre systématiquement par écrit sur un bout de papier, sur un brouillon, et après, si je n'ai pas assez de réponses, je vais piquer un tel et un tel qui doit me dire ce qu'il a écrit sur son papier. Oui. Et tu fais ça parce que spontanément, tu penses que tu n'aurais pas beaucoup de réponses? Si, je peux avoir des réponses spontanées, mais je veux être sûr que chacun a réfléchi un petit peu, et donc je lui fais répondre par écrit. Mais bon, c'est une martingale, c'est un truc. Je ne sais pas si quelqu'un veut aussi dire, dans cette situation, voilà, imaginez-vous, 100 étudiants, combien de réponses vous imagineriez recevoir et vous seriez satisfait? Je n'ai pas de réponse dans ma tête. Hein. Non. Ben, moi, si je devais dire dans ce que je connais du contexte à l'UC Louvain, je pense qu'il y aurait peut-être entre 2 et 10 étudiants qui interviendraient spontanément. Le 10 étant, je pense, optimiste. Voilà, donc si j'avais 10 étudiants qui répondent et peut-être qui se répondent les uns aux autres, ça je ne sais pas s'il y en aurait beaucoup, à mon avis ils me répondraient à moi, comme ça en ping-pong. 10 c'est bien. Et donc je me dis pourquoi est-ce qu'avec un forum de discussion on attend toujours plus? Parce que
souvent, on se dit, ben, je vais mettre un forum et les étudiants vont parler et ils vont se répondre les uns aux autres. Et puis, on est déçu parce que ça ne se passe pas. Mais je ne suis pas sûre que c'est une attente réaliste. Mais je comprends. Il y a des gens qui ne sont pas bavards, il y en a qui n'aiment pas s'exprimer devant les autres, il y en a qui sont plus intérieurs, qui réfléchissent dans leur tête sans donner de signes visibles. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être par rapport au forum, il y a des attentes qui ne sont pas toujours Oui. adéquates par rapport au contexte. Mais c'est à creuser. Hein. Et peut-être qu'il faut mettre en place des techniques, comme tu fais toi dans ton amphithéâtre, Franck, pour t'assurer que les étudiants vont interagir, qu'il faut mettre en place des techniques. Il ne faut pas mettre juste un forum en disant, j'exagère, hein, eh bien, parlez maintenant, parce que sinon, il ne se passe rien, quoi. Alors, pardon, je t'interromps parce que je vois que ça fait un petit moment qu'on n'a plus de réponses supplémentaires et qu'il est déjà 16h27. Alors, je pense qu'il va falloir que nous allions à notre conclusion. Du coup, est-ce que vous voulez faire un dernier commentaire là-dessus ou pas, Franck? Je pense que Non, on va s'arrêter là pour les commentaires. Merci. Et alors, la parole à Françoise. Conclusion, Françoise. Moi, j'ai envie de dire, et c'est en même temps un commentaire sur le WooClap qu'on vient de voir là. Je vois plusieurs idées et certaines idées qui sont très précises et bien vraiment délimitées. Et ça, je trouve super chouette. Je crois qu'avoir une idée d'une petite chose, dire « Ah, ben j'essayerais bien de donner une consigne sous forme audio », ce genre d'idée-là, hein, une petite chose, un petit progrès, je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Il y a peut-être plus de chances que vous réalisiez cette intention-là que si vous avez une intention très noble, mais peut-être ambitieuse ou trop ambitieuse. Hein. Donc, je vous encourage à continuer quand vous êtes en interaction avec vos collègues ou quand vous participez à des webinaires comme celui-ci, à vraiment réfléchir petit. Je pense beaucoup à la logique des petits pas. Et je pense qu'en essayant, voilà, je vais essayer cette petite chose-là. Et ça vous donnera peut-être l'envie d'essayer d'autres choses et de prendre comme ça des petites graines d'idées. Je pense que c'est la meilleure voie de développement professionnel. Voilà, et je vous souhaite qu'il soit fructueux et que vous ayez la satisfaction de vous sentir progresser vous, mais surtout de sentir progresser vos étudiants et de sentir que eux ressentent que vous êtes là pour vous, pour eux. C'est ça, cette dimension d'accompagnement, que les étudiants sentent que leur enseignant, leur enseignante est là pour les soutenir et les aider, alors c'est gagné, quoi. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Super. Un grand merci. Alors nous, voilà, une image des fameux cahiers, ces cahiers qui moi, personnellement, m'ont aidé d'une façon considérable quand j'ai commencé à travailler sur ces questions. Et donc, je ne saurais trop insister pour que les enseignants qui sont là et qui ne l'auraient pas encore découvert aillent à la recherche de ces cahiers qui ont un aspect très pédagogique, très didactique, très facile d'accès et qui suivent cette idée des petits pas aussi, hein, qui proposent des choses qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Il y en a plusieurs qui sont très transversales. C'est aussi pour ça que j'avais pensé à les renseigner. C'est vrai qu'ils sont très bien faits, ces petits cahiers. Et j'ai parlé à ta place, je me rends compte, Françoise, pardon. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Alors. Donc, pour terminer, on vous proposait de pouvoir poursuivre tous ces échanges qu'on a eus. Si vous voulez approfondir une question qu'on a vue avec Françoise, que ce soit le feedback, des modalités de travail en groupe ou en individuel avec les étudiants. On propose tous dans nos établissements de l'accompagnement pédagogique adapté au contexte d'enseignement des enseignants ou des équipes pédagogiques. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Et on continue à vous proposer des webinaires
On est en train de finaliser la communication sur la prochaine saison là, qui arrive. Et donc, on a des webinaires sur les modalités d'enseignement à distance et hybride dans le domaine des sciences sociales et humaines, parce qu'on a eu des demandes par rapport à ça. Donc ça sera le 11 mars. On en aura un autre sur évaluer des apprentissages des étudiants à distance. Là, ça sera au mois d'avril. Et puis, on aura 2 web rendez-vous. Alors, web rendez-vous, c'est un petit peu différent. C'est plus l'échange de pratiques avec plusieurs enseignants qui viennent témoigner. Et là, on parlera des TP hybrides. Qu'est-ce qu'on peut faire comme TP à distance ou au moins en moitié présentiel, moitié hybride avec les étudiants. Et puis, un autre sur concevoir son enseignement à distance, par exemple, avec la méthode ABC Learning Design. On vous la présentera. C'est une méthode qui est intéressante pour réfléchir au scénario pédagogique dont Françoise a parlé tout à l'heure, qui permet d'alterner les différentes dimensions de l'hybridation. Et c'est fait en juin parce que c'est juste avant les grandes vacances. Oui, le 5 juin, là, pour le coup. Et puis, le TP, c'est le 6 mai. Voilà, les dates sont arrêtées pour ces deux-là. Et Christelle, juste, je me permets de rappeler qu'on en a un autre la semaine prochaine. Voilà, le 11. Oui, on a encore Amaury Dael. Oui, tu as raison. On finit la saison de l'hiver avec Amaury. Et là, sur les interactions. Voilà, les interactions à distance avec les étudiants. Donc, c'est pas loin du sujet de Françoise, mais c'est abordé sur un angle un peu différent. Donc, ça permet de varier les points de vue. Ensuite, sinon, par rapport à ça, on va vous proposer de compléter un petit questionnaire très rapide en ligne que Fatma va vous envoyer. Voilà, il est vraiment pas pour longtemps. Nous, ça nous permet d'avoir le retour sur ce qui s'est passé pendant cette séance, que vous en avez trouvé, les intérêts ou pas, ou les points sur lesquels vous auriez aimé qu'on aille plus loin, les modalités aussi de ce webinaire. Ça nous permet d'améliorer le dispositif, un peu comme, je ne sais plus qui était la personne qui avait parlé des 3 questions qu'elle posait aux étudiants à la sortie de son cours. Et là, c'est un peu pareil. Nous, on a besoin de savoir ce que vous en avez pensé. Florie Branger, oui. Tu te souviens de son nom? Oh, oui, Florie. Florie. Voilà. Et d'autant plus quand on est à distance, parce qu'on a beaucoup plus de difficultés à percevoir ce qui s'est passé et comment on peut améliorer. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, on vous remercie pour tous ces échanges et puis d'avoir été présent aujourd'hui encore une fois. Et on continue sur cette lancée à peu près un webinaire par mois. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller consulter les webinaires de l'AIPU. Ils sont super intéressants également. Je pense que c'est un format un peu différent de ce qu'on propose et c'est tout à fait complémentaire. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller s'enrichir un peu avec les expériences des uns et des autres. Eh bien, un grand merci Françoise. C'était d'une clarté. Merci, tu avais préparé ça aux petits oignons et vraiment, c'est très, très agréable. Merci beaucoup. C'était agréable pour moi aussi. Et merci Françoise. Très riche. Merci à tous les participants et on vous communiquera aussi le lien de l'enregistrement du webinaire par mail ainsi que les ressources comme le Padlet de synthèse de toutes ces informations, ces données. Merci à Lauriane pour nous avoir accompagnés sur la techno. C'est drôlement agréable d'avoir quelqu'un qui nous aide. Merci à clap aujourd'hui. Ouais, très beau clap, ouais, à fond. Bien, allez, merci beaucoup. Et on se retrouve éventuellement la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent.